La pluie tombait sur Thornfield Hall avec le poids d'un jugement, chaque goutte frappant les anciennes vitres, telles des accusations murmurées par Dieu lui-même. Et dans ces froids couloirs de marbre, où le froid de l'automne s'était déjà installé dans les pierres mêmes, Lady Isabelle Hartley se tenait immobile dans sa chemise de nuit, ses pieds nus s'engourdissant contre le sol, alors qu'elle faisait face à la porte d'acajou verrouillée du bureau de son mari. 6 heures. Elle n'était épouse que depuis 6 heures, les fleurs d'oranger de sa coiffure se flétrissant à présent sur la coiffeuse de la chambre nuptiale qu'elle aurait dû partager, leur parfum se changeant déjà en la douce pourriture de la décomposition, et elle demeurait là, dans ce couloir assombri, éclairée seulement par les bougies vacillantes dans leurs chandeliers d'argent, regardant la cire s'accumuler et s'égoutter comme ses propres espoirs qui se dissolvaient. À travers la porte, cette barrière de bois, de laiton et de sa volonté implacable, elle pouvait entendre le grattement de sa plume, régulier et méthodique, le son d'Edward Ashford, comte de Thornfield, scellant son destin avec de l'encre et de la cire, aussi sûrement qu'il avait scellé son cœur contre elle dès l'instant où ils avaient prononcé leurs vœux. Elle avait tenté de lui parler après le déjeuner de noces, l'avait suivi à travers ces mêmes couloirs avec une incertitude tremblante, mais il l'avait regardé de ses yeux gris de glace qui ne contenaient qu'une froide évaluation, et il avait dit de ce ton sec et aristocratique, dénué de toute chaleur: « Retirez-vous dans votre chambre, madame. Il y a des affaires qui requièrent mon attention immédiate. » Puis il avait disparu derrière cette porte, tournant la serrure avec un clic décisif qui résonna dans sa poitrine comme la fermeture d'un tombeau. Les heures s'étaient écoulées avec une lenteur atroce, et elle attendait toujours, une part stupide d'elle-même, croyant qu'il sortirait, que ce n'était qu'une préoccupation professionnelle, que leur nuit de noces commencerait encore, même maladroitement. Mais alors que minuit laissait place aux petites heures du matin et que les bougies se consumaient, une servante était apparue, les yeux effrayés, pour murmurer que des avoués avaient été mandés, qu'une voiture était arrivée sous la pluie, et Isabelle avait alors su, avec la terrible clarté qui accompagne les désastres irrévocables, qu'elle n'attendait pas un mari, mais un bourreau. L'aube se leva, grise et impitoyable, sur le domaine, la pluie poursuivant son assaut incessant, et lorsque la porte du bureau s'ouvrit enfin, ce ne fut pas Edward qui sortit le premier, mais 2 gentilshommes en redingote noire, portant des mallettes de cuir, leurs visages soigneusement impassibles, d'une discrétion professionnelle, et ils ne croisèrent pas son regard en passant, puis il apparut, son mari de quelques heures à peine, grand et rigide dans ses vêtements de soirée maintenant froissés par la nuit, ses cheveux sombres en désordre, mais son expression parfaitement composée. Et il la regarda, là, debout dans sa chemise de nuit, les cheveux dénoués sur ses épaules, et il dit avec une simplicité brutale: « Le mariage est annulé, Lady Isabelle. Ma voiture vous ramènera auprès de votre famille avant midi. » Et quelque part dans le couloir derrière elle, la dernière bougie, s'épuisant enfin, s'éteignit, laissant s'échapper un mince filet de fumée vers le plafond, telle une âme qui part. L'arrangement avait été négocié dans le bureau poussiéreux de son père 3 mois avant cette nuit de noces désastreuse. Les termes exposés avec la délicatesse d'une transaction commerciale concernant du bétail ou une propriété, car c'était bien ce qu'Isabelle était devenue dans les calculs désespérés de la survie de sa famille, une marchandise à échanger contre l'immense richesse du comte de Thornfield en échange de la sécurité du nom des Hartley, tel qu'il subsistait après que les investissements malheureux de son père et les dettes de jeu de son frère eurent réduit leur domaine autrefois respectable à guère
plus qu'une façade croulante de pauvreté distinguée. Edward Ashford avait besoin d'une épouse à la lignée irréprochable pour faire taire les murmures qui s'accrochaient encore au nom de sa famille, ce scandale de sa mère. La belle comtesse qui avait abandonné son mari et son fils en bas âge pour fuir sur le continent avec son amant, mourant en exil honteux à Venise quand Edward n'avait que 7 ans. Et les Hartley avaient besoin d'être sauvés d'une ruine financière totale. Et ainsi le mariage avait été arrangé avec un pragmatisme froid des deux côtés, bien qu'Isabelle elle-même eût nourri une petite et folle lueur d'espoir que le devoir pourrait s'embraser en quelque chose de plus chaleureux. Les fiançailles, si un tel mot pouvait s'appliquer à ces 3 rencontres guindées et formelles dans le salon de sa famille, n'avaient rien révélé de prometteur. Edward avait été d'une correction scrupuleuse, ses manières irréprochables, sa conversation limitée aux civilités les plus élémentaires, ses yeux gris l'évaluant avec le même intérêt détaché que l'on pourrait montrer pour un tableau envisagé à l'achat. Et elle avait senti en lui une froideur profonde et durable, une forteresse d'orgueil et de méfiance qui ne permettait aucune entrée. Le mariage lui-même avait été une petite affaire, car aucune des 2 familles ne souhaitait attirer une attention excessive. Les Hartley par honte de leur situation réduite, les Ashford en raison du dégoût évident d'Edward pour les cérémonies et de sa réputation bien connue d'homme fier et distant, qui n'avait jamais montré d'intérêt pour aucune femme et dont on disait qu'il tenait tout le beau sexe en mépris, les croyant universellement motivés par des calculs mercenaires et capable du même abandon que sa mère avait démontré. Isabelle s'était tenue à ses côtés devant l'autel dans la robe de mariée retouchée de sa mère, la dentelle jaunie par l'âge et soigneusement reprisée, et elle avait prononcé ses vœux d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, et elle avait senti sa main froide et rigide lorsqu'il avait placé l'anneau à son doigt, et elle avait osé lever les yeux vers son visage et n'y avait vu rien d'autre qu'une détermination sinistre, comme s'il accomplissait un devoir désagréable mais nécessaire. Pourtant, elle avait espéré, pendant le bref déjeuner de noces, pendant le trajet en voiture jusqu'à Thornfield Hall, pendant ces terribles heures d'attente dans sa chambre nuptiale, tandis que sa femme de chambre la préparait et lui chuchotait des encouragements. Elle avait espéré que peut-être dans l'intimité, dans la complicité qu'apporterait le mariage, une certaine douceur pourrait émerger, une possibilité de camaraderie, sinon d'affection. Cet espoir s'était éteint avec son renvoi froid dans le couloir, avec la porte verrouillée et la plume qui grattait et l'arrivée à l'aube des avoués, et lorsqu'elle était retournée à Hartley House dans la voiture du comte, ses affaires emballées à la hâte et son alliance retirée, retournée aux regards apitoyés des serviteurs, à la fureur aux lèvres pincées de sa mère et à la déception brisée de son père, elle avait compris qu'elle avait été pesée sur quelque balance invisible du jugement d'Edward Ashford et trouvée catastrophiquement insuffisante, rejetée avant même d'avoir eu l'occasion de prouver sa valeur, et la honte s'était abattue sur ses épaules comme une chape de plomb qu'elle porterait pour le restant de ses jours. Les premiers mois après son retour à Hartley House se déroulèrent dans un brouillard d'humiliation si épais qu'Isabelle traversait les journées comme si elle était immergée dans une eau grise. Chaque respiration, un effort, chaque rencontre avec la déception aux lèvres pincées de sa mère ou les regards apitoyés des serviteurs, une autre petite mort de sa dignité. Et elle se retira de toute société avec l'instinct d'un animal blessé, cherchant l'obscurité, déclinant chaque invitation, refusant chaque visiteur, jusqu'à ce que les invitations cessent entièrement, et que le monde semble se contenter d'oublier que Lady Isabelle Hartley avait jamais existé. Les murmures lui parvenaient néanmoins,
portés par sa sœur Éléanore, qui les entendait chez la modiste, répétés par la gouvernante, qui les entendait au marché, qu'elle avait été jugée insuffisante, que le comte de Thornfield avait découvert en sa personne ou son caractère une déficience fondamentale si grave qu'il ne pouvait supporter de consommer l'union, qu'elle était peut-être stérile ou folle, ou hideusement imparfaite d'une manière non spécifiée, et chaque spéculation murmurée était une nouvelle lacération pour son âme, jusqu'à ce qu'elle commence à se demander elle-même quelle terrible inadéquation résidait en elle pour avoir mérité un rejet aussi immédiat et total. Son père, dont la déception se manifestait par un silence blessé et de longues heures dans son bureau à contempler des factures impayées et des avis de saisie, tomba malade cet hiver-là, une toux persistante qui cliquetait dans sa poitrine comme des pierres dans une boîte de conserve, et au printemps il avait pris son lit, et au début de l'été il était mort, après avoir arraché à Isabelle sur son lit de mort la promesse qu'elle serait forte, qu'elle prendrait soin de sa mère et de sa sœur, qu'elle ne laisserait pas cette disgrâce détruire ce qui restait de leur famille. Et elle avait fait cette promesse, les larmes coulant sur son visage. Puis, elle s'était retirée dans la bibliothèque et n'en était pas sortie pendant 3 jours. C'est dans cette bibliothèque, entourée de la modeste collection de livres de son père accumulés au cours d'une vie d'érudition, qu'Isabelle commença à construire la forteresse qui la protégerait de nouvelles dévastations. Si le monde la croyait inadéquate, si Edward Ashford l'avait jugée indigne, alors elle se transformerait en quelque chose au-delà de leur jugement, quelque chose qui ne nécessitait aucune validation externe, et elle se mit à lire avec une intensité féroce, apprenant seule le latin et le grec, à partir des vieux manuels universitaires de son père, dévorant la philosophie, l'histoire et les sciences naturelles, passant 12 et 14 heures par jour à étudier avec concentration, jusqu'à ce que sa mère se plaigne de sa vue abîmée et des bougies gaspillées. La douleur du rejet, qui avait initialement menacé de la consumer entièrement, commença à se transformer sous la discipline de la quête intellectuelle en quelque chose de plus dur et de plus durable, une carapace d'orgueil protecteur qui maintenait le monde à une distance de sécurité, une distance digne qui reflétait à sa manière la froideur même qu'Edward lui avait montrée, bien que la sienne fût née de l'instinct de survie plutôt que du mépris. Elle devint connue dans le village comme la savante mademoiselle Hartley, toujours avec un livre, toujours courtoise mais distante, n'assistant jamais aux assemblées, ni ne cherchant de compagnie. Et si les villageois plaignaient son célibat et la situation réduite de sa famille, ils en vinrent aussi à respecter sa digne tranquillité, la façon dont elle gardait la tête haute malgré les murmures, la façon dont elle aidait à l'école de l'Église, en apprenant à lire aux enfants des tenanciers, trouvant dans le service des autres un but que son mariage avorté lui avait refusé. Et au moment où arriva le premier anniversaire de ce mariage désastreux, Isabelle était devenue quelqu'un de nouveau, pas guéri, peut-être, mais cuirassé, n'étant plus la jeune fille tremblante qui avait attendu devant une porte verrouillée, mais une femme qui avait appris que la survie signifiait parfois construire des murs si hauts que rien, ni l'amour, ni l'espoir, ni la douleur, ne pouvaient les escalader. Edward se tenait à la fenêtre de son bureau, alors que la voiture ramenant Isabelle à sa famille disparaissait au bout de l'allée bordée d'ormes, et il ne ressentit rien d'autre qu'une froide satisfaction, l'efficacité nette d'un problème résolu avant qu'il ne puisse s'envenimer en quelque chose de plus dangereux, car il avait agi avec une rationalité parfaite en coupant ce lien avant qu'il ne puisse devenir une entrave à sa liberté et à sa fortune. Les femmes étaient des créatures vénales, il le savait avec la certitude d'une longue observation. N'avait-il pas vu comment elles avaient tourné autour de son père comme des vautours bien habillés, après l'abandon de sa mère,
veuves et débutantes, calculant la valeur de son titre et de ses domaines, avec des yeux qui brillaient d'avarice derrière leurs éventails agités. La jeune Hartley n'avait pas été différente malgré son vernis de timide modestie. Le mariage avait été une transaction transparente, les dettes de sa famille échangées contre son besoin d'un héritier et la respectabilité sociale qui accompagnait une épouse de bonne lignée. Mais dans les heures qui suivirent le mariage, seul dans sa chambre, Edward avait été saisi par une terrible conviction qu'il répétait l'erreur de son père, se liant à une femme qui révélerait inévitablement sa vraie nature mercantile, qui prendrait ce qu'elle pourrait et ne donnerait aucun sentiment authentique, qui pourrait même l'abandonner comme sa mère l'avait fait quand il n'avait que 7 ans, fuyant vers son amant et laissant son petit garçon se réveiller un matin pour trouver ses chambres vides et son père ivre de chagrin et de rage. Cet abandon avait creusé une place vide dans la poitrine d'Edward qui ne s'était jamais comblée. Un vide où la confiance aurait pu résider, remplacée par une forteresse de méfiance et d'orgueil qui ne permettait aucune vulnérabilité, aucune dépendance à l'affection d'autrui, car l'affection était un mensonge que les femmes racontaient pour extraire ce qu'elles désiraient des hommes stupides qui croyaient à de telles fables. Il avait agi correctement, de manière décisive, se protégeant de la trahison inévitable, et s'il y avait eu quelque chose dans les yeux d'Isabelle devant la porte de son bureau, une qualité de véritable perplexité et de douleur qui n'avait pas semblé calculée ou jouée, il l'écarta comme un jeu d'actrice accompli, car les femmes étaient expertes dans l'art de manipuler la sympathie masculine, et il ne se laisserait pas tromper. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent à leur rythme efficace habituel. Il seul gérait ses domaines avec l'attention méticuleuse qui avait triplé leur valeur dans les années qui avaient suivi son héritage du titre. Il s'occupait de ses devoirs parlementaires, il parcourait ses terres à cheval aux petites heures du matin, lorsque la brume s'accrochait encore aux vallées, et il ne ressentait que la justification d'avoir échappé au piège du mariage avant qu'il ne se referme entièrement sur lui. Pourtant, une nuit, quelques 6 semaines après l'annulation, alors qu'il était assis dans son bureau à examiner des comptes, il surprit son attention à vagabonder vers le souvenir d'Isabelle, se tenant dans le couloir dans sa chemise de nuit, ses cheveux sombres, dénoués sur ses épaules, son visage pâle comme de la porcelaine à la lueur des bougies, et surtout ses yeux. Ses grands yeux sombres qui n'avaient contenu aucun calcul, mais quelque chose qui ressemblait terriblement à de la peur et de la confusion. Les yeux de quelqu'un qui ne comprenait véritablement pas quel péché elle avait commis pour mériter un rejet aussi immédiat. Et pour la première fois, Edward ressentit une torsion importune de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, qu'il réprima immédiatement, car il n'avait rien fait de mal, rien du tout. Il s'était simplement protégé de la trahison inévitable que toutes les femmes portent dans leur nature comme le péché originel. Et si une petite voix murmurait que peut-être Isabelle Hartley n'avait pas mérité une telle cruauté, il ferma son esprit à cette suggestion et retourna à ses comptes, déterminé à ne pas permettre qu'un sentiment stupide ne sape la justesse de son action. La saison londonienne arriva avec son ennui scintillant familier, et Edward se plia aux performances sociales requises avec la précision mécanique d'un automate, assistant aux bals, dîners et sessions parlementaires avec son efficacité froide habituelle. Mais quelque chose avait changé dans les 6 mois qui avaient suivi l'annulation, une fissure capillaire dans l'édifice de sa certitude qui s'élargissait imperceptiblement chaque semaine,
jusqu'à ce qu'il se retrouve affligé d'une agitation qu'il ne pouvait ni nommer ni chasser. Il observait les couples valser au bal de Lady Pemberton et ressentait un vide inattendu. Observait Lord et Lady Ashworth rire ensemble dans leur loge au théâtre et éprouvait une étrange oppression dans sa poitrine qui aurait pu être de l'envie. Notait l'affection facile entre son ami Harrison et sa femme de 2 ans et reconnaissait avec une clarté troublante que sa forteresse de solitude, qui lui avait toujours semblé une vertu et une protection, ressemblait de plus en plus à une prison de sa propre fabrication. Les débutantes de la saison, exhibées devant lui par des mères pleines d'espoir, qui voyaient dans son titre et sa richesse un prix digne des charmes artificiels de leur fille, le laissaient profondément froid. Leurs sourires répétés et leurs conversations calculées lui rappelaient tout ce qu'il avait méprisé dans les transactions matrimoniales. Pourtant, il se surprenait à penser de plus en plus fréquemment à l'expression non feinte d'Isabelle dans ses dernières heures, à la confusion authentique dans ses yeux, et à se demander, avec un malaise croissant, si ses suppositions sur la duplicité féminine étaient aussi universelles qu'il s'en était convaincu. La fissure dans sa certitude devint un gouffre un après-midi à Hyde Park, lorsqu'il rencontra Madame Dawson, qui avait été la femme de chambre d'Isabelle et travaillait maintenant pour une famille en ville, et elle le salua avec une telle froideur qu'il en fut décontenancé, car les domestiques maintenaient généralement une déférence prudente, quelle que soit leur opinion privée. « Pardonnez-moi, milord, » dit-elle avec un mépris à peine dissimulé lorsqu'il l'interrogea sur ses manières, « mais je viens d'apprendre que le père de mon ancienne maîtresse est décédé, et qu'elle se retrouve avec presque rien, et je m'aperçois que je ne peux convoquer le respect qui sied à l'homme qui a si complètement détruit sa vie, que même la mort de son père a été hâtée par la honte de tout cela. » Elle partit, avant qu'il ne puisse répondre, le laissant figé au bord de la serpentine, alors que ces mots explosaient dans son esprit comme des tirs d'artillerie. Le père d'Isabelle mort, Isabelle seule et appauvrie, Isabelle souffrant, non pas de la détresse calculée d'une chasseuse de fortune contrariée, mais de la dévastation authentique d'une femme innocente dont il avait brisé la vie sans raison. Cette nuit-là, il ne dormit pas du tout, arpentant son bureau, tandis que souvenir après souvenir surgissait pour l'accuser. Les mains tremblantes d'Isabelle pendant leurs vœux de mariage, son sourire timide lorsqu'elle lui avait souhaité bonne nuit, son immobilité perplexe devant sa porte verrouillée, et le plus accablant de tout, l'absence absolue dans son comportement de toute trace du calcul mercenaire qu'il avait été si certain de trouver dans le cœur de toutes les femmes. À l'aube, il s'assit à son bureau, la tête entre les mains, confronté pour la première fois à la monstrueuse possibilité qu'il ait commis une terrible injustice, qu'il ait projeté sur une jeune fille innocente les péchés de sa mère et de toutes les femmes calculatrices qui avaient tourné autour de son père, et que sa protection de lui-même n'ait été rien de plus que de la cruauté habillée en rationalité. Son orgueil érigea des défenses immédiates. Sûrement ne pouvait-il pas s'être trompé à ce point, sûrement y avait-il eu une justification, mais ces fortifications s'effondrèrent devant l'assaut des détails remémorés. Avec quelle perfection il pouvait encore se représenter chaque trait du visage d'Isabelle, bien qu'il l'ait à peine regardée pendant leurs brèves fiançailles. Comment ? Sa voix avait eu une qualité de sincérité qu'aucune actrice ne pourrait soutenir. Comment même maintenant, 6 mois plus tard, il se surprenait à penser à elle avec une fréquence qui suggérait qu'elle l'avait marqué bien plus profondément qu'il ne se l'était jamais permis de l'admettre, et la terrible prise de conscience se fit jour que peut-être n'avait-il pas du tout échappé à un piège, mais qu'il avait au contraire détruit la seule chose authentique
qui lui ait jamais été offerte. L'année qui suivit la prise de conscience par Edward de sa terrible erreur le transforma d'une manière qui l'aurait rendu méconnaissable pour l'homme qui avait scellé les papiers d'annulation avec une telle froide certitude, car il devint obsédé par la compréhension de la véritable nature d'Isabelle Hartley, menant des enquêtes discrètes par l'intermédiaire de serviteurs, de tenanciers et de marchands de son village, jusqu'à ce qu'émerge un portrait qui le dévasta par sa douce clarté. Elle était, de l'avis de tous, une femme d'une gentillesse authentique et d'une intelligence remarquable, qui, malgré la pauvreté de sa famille et sa propre ruine, s'était mise à apprendre l'alphabet aux enfants des tenanciers, qui passaient ses journées à des activités savantes qui auraient impressionné n'importe quel professeur d'Oxford, qui ne disait jamais de mal de lui, bien qu'elle eût toutes les raisons de maudire son nom, et qui portait son isolement et sa honte avec une dignité qui la rendait aimée de tous ceux qui la connaissaient et méprisée de personne, sauf de ces matrones de la société qui trouvaient la vertu sans fortune comme un affront à leur vision du monde. Le poids écrasant de son erreur oppressait la poitrine d'Edward jusqu'à ce qu'il puisse à peine respirer, jusqu'à ce que le sommeil devienne impossible et que la nourriture se transforme en cendre dans sa bouche, jusqu'à ce qu'enfin il s'assit à son bureau un soir d'automne, un an jour pour jour après leur mariage désastreux, et rédigea une lettre d'excuse qui lui prit 7 heures à composer, et qui, lorsqu'il la scella enfin de main tremblante, lui parut comme l'arrangement de mots le plus inadéquat jamais couché sur le papier, formel, guindé et totalement insuffisant pour transmettre l'ampleur de son remords ou la transformation de sa compréhension. Il attendit 3 semaines une réponse qui ne vint jamais, et le silence fut plus accablant que n'importe quelle accusation aurait pu l'être. Alors il écrivit de nouveau, et cette fois il abandonna la formalité et laissa son angoisse transparaître à travers chaque ligne, confessant son erreur, l'abandon de sa mère et la terrible peur qui l'avait poussé à une telle cruauté, suppliant non pas le pardon qu'il savait ne pas mériter, mais simplement la chance de faire amende honorable sous une forme ou une autre, de réparer de quelque petite manière que ce soit le tort qu'il avait, infligé à une femme innocente qui n'avait commis aucun péché, sinon d'accepter d'épouser un homme trop brisé pour reconnaître un cadeau lorsqu'il lui était offert. Cette seconde lettre reçut une réponse, non pas d'Isabelle elle-même, mais de son avoué, une note brève et d'une politesse dévastatrice qui lui demandait de cesser toute correspondance, car Lady Isabelle ne souhaitait plus aucun contact avec le comte de Thornfield et espérait qu'il respecterait ses vœux en tant que gentleman. Et Edward resta assis dans son bureau, cette lettre serrée dans son poing, et éprouva pour la première fois de sa vie d'adulte toute la force du rejet, l'ironie amère de voir que lui, qui avait si efficacement écarté son épouse, se retrouvait à son tour écarté, et la douleur en était si aiguë qu'il se demanda si c'était ainsi qu'Isabelle s'était sentie devant sa porte verrouillée, cette terrible combinaison d'humiliation, de confusion et de chagrin contre laquelle aucun orgueil ne pouvait adéquatement cuirasser. Pourtant, même en reconnaissant la justice de son refus, même en admettant son droit absolu de lui refuser tout accès à sa vie ou à ses pensées, Edward découvrit qu'il ne pouvait pas simplement accepter ce renvoi et retourner à son existence antérieure, car quelque chose de fondamental avait changé dans l'architecture de son âme, et il sut avec une certitude qui transcendait la raison qu'il passerait ce qui lui restait de sa vie à chercher à mériter ce qu'il avait si négligemment détruit. Pas son pardon peut-être, car cela pourrait être hors de sa portée, mais au moins la connaissance qu'il avait essayé, qu'il avait reconnu son péché et s'était dépensé entièrement dans l'effort de l'expier, et si cet effort ne lui apportait que plus de rejet et de douleur, alors peut-être était-ce précisément la pénitence qu'il méritait, et il la supporterait comme elle avait supporté sa cruauté.
avec toute la dignité qu'il pourrait réussir à rassembler des décombres de son orgueil. La quête de rédemption d'Edward prit une forme qui aurait mortifié son ancien lui, car il abandonna toute prétention à la dignité et commença à apparaître dans le village d'Isabelle avec une régularité qui fit jaser de la cure au relais de poste, assistant au service du dimanche dans la petite église de pierre, où il savait qu'elle se rendait et se tenant au fond, son chapeau serré dans ses mains comme un pénitent, sa présence causant à Isabelle un malaise visible, alors qu'elle gardait les yeux rivés droit devant elle, et partait immédiatement après le dernier cantique, passant devant lui, le dos droit et le visage soigneusement impassible, d'une manière qui communiquait ses souhaits plus clairement que n'importe quel mot. Il essaya de l'aborder après les services, ses tentatives de conversation étaient douloureusement maladroites et ne recevaient que des réponses si brèves et froides qu'on pouvait à peine les qualifier de réponses. « Bonjour, milord », prononcé avec une parfaite bienséance et absolument aucune chaleur. « J'espère que vous allez bien. » Dit comme on s'adresserait à un étranger de faible connaissance, « Si vous voulez bien m'excuser », répétait chaque fois qu'il tentait de prolonger l'interaction au-delà de la courtoisie minimale exigée. Le village observait cette performance avec une spéculation qui évolua d'un intérêt scandalisé à une sympathie progressive, car il devint évident même pour l'observateur le plus désinvolte que le comte de Thornfield était engagé dans une forme de pénitence soutenue, et tandis que les résidents plus âgés qui se souvenaient de l'humiliation d'Isabelle maintenaient leur froideur protectrice à son égard, d'autres commencèrent à murmurer que peut-être sa persistance indiquait un remords sincère, bien qu'Isabelle elle-même ne montrât aucun signe d'adoucissement et semblât même devenir plus résolue dans son évitement chaque semaine qui passait. Le désespoir d'Edward se manifesta par des gestes plus grandioses qui révélaient à la fois la profondeur de son remords et sa méconnaissance fondamentale de ce qui pourrait lui valoir le pardon, car il organisa par des intermédiaires des dons substantiels à l'église et à l'école du village, finança les réparations du vieux pont qui reliait les terres des Hartley à la route principale, et, plus audacieusement encore, offrit par l'intermédiaire de son avoué de financer la restauration complète de Hartley House elle-même, toutes ces offres étant refusées avec divers degrés de fermeté polie par l'homme d'affaires d'Isabelle, ses réponses écrites indiquant clairement qu'elle n'accepterait rien du comte de Thornfield, et que ses tentatives d'acheter l'absolution par la largesse étaient aussi insultantes qu'inopportunes. Chaque refus frappait Edward comme un coup physique, et il commença à comprendre avec une clarté humiliante que la pensée transactionnelle qui avait régi toute sa vie, la croyance que toute chose, y compris les sentiments humains, pouvait être réduite à des questions de finance et de négociation, était totalement inadéquate pour réparer le tort qu'il avait causé, car la dignité d'Isabelle ne pouvait être restaurée par des dons, et sa douleur ne pouvait être effacée par des réparations de maçonnerie. Et ce qu'elle exigeait de lui était quelque chose qu'il n'avait jamais appris à offrir, une transformation authentique de son caractère plutôt que la simple apparence d'une contrition achetée par des gestes coûteux. Son désespoir grandissant se voyait dans son apparence détériorée, le soin méticuleux qui avait autrefois été une seconde nature, laissant place à une certaine allure hâve, et il se retrouvait à des heures indues, devant les grilles de Hartley House, à simplement fixer les fenêtres derrière lesquelles elle vivait sa vie. Entièrement séparé de lui, se sachant se comporter comme un fou, mais incapable de s'arrêter, poussé par une compulsion qu'il ne pouvait ni nommer, ni résister à rester à proximité de la femme dont il avait détruit la vie, et dont le pardon était devenu plus nécessaire pour lui que le souffle même, bien qu'il commençât à soupçonner que ce pardon pourrait être à jamais hors de sa portée, et qu'il passerait le reste de ses jours dans ce purgatoire particulier de sa propre création, ni entièrement damné, ni de loin racheté. 2 ans après l'annulation qui avait détruit leurs 2 vies à des degrés différents,
Edward Ashford établit un rituel qui le transforma de comte en pénitent, apparaissant chaque matin aux grilles de fer de Hartley House, quel que soit le temps ou la saison, se tenant en vigile silencieuse pendant des heures, sans autre but apparent que la proximité de la femme qui ne voulait pas le voir, et le village qui avait autrefois murmuré des spéculations scandalisées sur l'étrange comte qui avait annulé son mariage. Avant le lever du soleil commença à murmurer quelque chose de différent, une sympathie réticente pour la silhouette décharnée qui se tenait sous la pluie, la neige et la chaleur de l'été, avec la patience d'un moine, accomplissant une pénitence éternelle. Isabelle observait ce phénomène avec des émotions qui oscillaient quotidiennement entre une irritation intense et une confusion involontaire, car elle pouvait le voir de sa fenêtre lorsqu'elle était assise à son bureau, pouvait observer sa silhouette solitaire, maintenir son poste avec une constance qui aurait dû être flatteuse, mais qui ressemblait plutôt à une invasion, un rappel constant de l'homme qui l'avait rejeté si complètement qu'il avait défait leur mariage avant sa consommation et qui cherchait maintenant, apparemment, à défaire son méfait par sa seule présence obstinée. Sa colère contre sa présomption luttait contre une curiosité qu'elle méprisait en elle-même. Qu'espérait-il accomplir par ces vigiles silencieuses? Quelle transformation imaginait-il que sa souffrance produirait dans son cœur? Et, plus troublante encore, pourquoi se surprenait-elle à noter les changements dans son apparence avec ce qui ressemblait dangereusement à de l'inquiétude? Car Edward avait en effet changé de manière visible, que même son indifférence déterminée ne pouvait entièrement ignorer. Le porte-altier avait cédé la place à quelque chose de plus humble. L'apparence aristocratique soigneusement entretenue s'était détériorée en une maigreur qui parlait de repas oubliés et de sommeil abandonné. Et il y avait une qualité hantée dans ses yeux, les rares fois où leurs regards se croisaient accidentellement, qui lui rappelait inconfortablement son propre reflet dans les mois qui avaient suivi son rejet. Sa résolution de maintenir sa colère protectrice se renforçait chaque fois qu'elle se souvenait de s'être tenue devant sa porte verrouillée dans sa chemise de nuit de mariage, de l'humiliation de rentrer chez elle en disgrâce, de la déception de son père et de sa mort prématurée, qu'elle n'avait jamais tout à fait cessé d'imputer à la honte de son mariage raté, et pourtant cette résolution s'affaiblissait inexplicablement lorsqu'elle regardait Edward se tenir sous une averse, ne faisant aucun effort pour chercher un abri, comme s'il croyait mériter chaque inconfort et l'accepterait comme son dû. Sa présence silencieuse devint un élément indésirable, mais constant de son existence quotidienne, aussi régulier que le lever du soleil et tout aussi impossible à ignorer, et elle se retrouva à structurer ses routines en fonction de sa vigile, évitant certaines fenêtres, modifiant ses chemins de promenade, mais aussi, dans des moments qu'elle ne voulait pas examiner de trop près, se positionnant là où elle pouvait l'observer sans être vue, étudiant cet étrange fantôme dévoué de l'homme qui l'avait détruite. Ses rêves devinrent troublés par sa présence, d'étranges visions fragmentaires dans lesquelles son jeune moi et son moi actuel coexistaient, le comte froid qui avait scellé les papiers d'annulation, et ce pénitent patient à ses portes, étant en quelque sorte la même personne et pourtant entièrement différent, et elle se réveillait confuse, se demandant quelle version était réelle et si une transformation d'une telle ampleur était même possible dans la nature humaine, ou si ce n'était qu'une autre forme de manipulation aristocratique, un jeu plus long mené par un habile trompeur. Pourtant, alors que les mois s'accumulaient pour former la 2e année de sa vigile, même son cynisme le plus déterminé luttait contre l'évidence de sa constance, et elle se retrouva piégée dans un conflit interne, sans résolution facile, déchirée entre la sécurité d'une colère entretenue et le territoire dangereux du pardon,
entre la femme qui avait appris à se protéger par une distance émotionnelle rigide et un moi plus profond qui se demandait, contre toute raison et tout instinct de survie, si peut-être sa pénitence n'était pas en fait sincère. La crise survint au début du printemps de la 3e année, lorsque la jeune sœur d'Isabelle, Éléanore, à peine âgée de 19 ans et dotée de plus de sensibilité romantique que de jugement pratique, se lia avec un gentilhomme au caractère douteux, un capitaine Rothwell, dont le beau visage et le charme facile dissimulaient à d'importantes dettes de jeu et une réputation de séducteur de jeunes femmes de modeste fortune avant de les abandonner à la ruine sociale. L'affaire parvint à l'attention d'Isabelle par la lettre frénétique de sa mère, et elle passa une nuit blanche à contempler leurs options limitées, sachant que sa famille manquait à la fois des relations sociales et des ressources financières pour extraire Éléanore d'une situation qui approchait rapidement du point de scandale irréversible, car la sotte jeune fille avait été vue seule avec Rothwell à plusieurs reprises, et la rumeur courait qu'elle projetait une fugue qui détruirait le peu qui restait de la réputation de la famille Hartley. Isabelle était encore en train de formuler un plan inadéquat lorsque la nouvelle tomba que l'affaire avait été résolue. Le capitaine Rothwell avait quitté le comté avec une hâte inattendue, ses dettes mystérieusement payées et une commission achetée pour lui dans un régiment en partance pour les Indes, tandis qu'Éléanore avait été récupérée de l'auberge où elle avait attendu son faux amant et ramenée chez elle, secouée mais fondamentalement indemne. L'agent de cette délivrance n'était un mystère pour personne dans le village, car l'implication d'Edward, bien que menée avec autant de discrétion que possible, ne pouvait être entièrement dissimulée, et Isabelle se retrouva dans la position inhabituelle de devoir une profonde gratitude à l'homme qu'elle avait passé 2 ans à éviter. Elle composa une brève note de remerciement, formelle, sobre, mais elle semblait inadéquate au service rendu, et lorsque Edward apparut à ses portes le lendemain matin, comme c'était devenu son habitude, elle se retrouva à parcourir le chemin qu'elle n'avait jamais emprunté pendant ses vigiles, s'approchant de lui directement pour la première fois depuis des années. Il la regarda venir avec une expression qui réussissait à combiner l'espoir et la terreur à parts égales, et lorsqu'elle se tint devant lui, séparée seulement par les barreaux de fer de la grille, les mots qui avaient semblé si soigneusement préparés dans son esprit se dissolurent en une maladroite inadéquation. « Vous avez aidé ma sœur, dit-elle finalement, détestant la légère tremblement de sa voix. Vous n'avez rien demandé en retour. » La réponse d'Edward vint doucement, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Je n'ai rien demandé parce que je ne mérite rien, Lady Isabelle. Le bien-être de votre sœur nécessitait de l'aide, et j'étais en mesure de la fournir. C'est le début et la fin de l'affaire. » L'humilité prudente de sa voix, si différente de l'arrogante certitude dont elle se souvenait de leur bref mariage, créa une confusion de sentiments qu'elle ne put entièrement réprimer. « Néanmoins, je vous suis reconnaissante, » parvint-elle à dire, chaque mot chargé de la complexité d'émotions qu'elle ne voulait pas nommer. « Ma famille a une dette envers vous. »« Il n'y a pas de dette, » dit-il fermement. « Je ne serai plus jamais la cause de tort pour vous ou ceux que vous aimez, même par le moyen indirect de ne pas agir lorsque l'action pourrait prévenir la souffrance. Cela, je peux le promettre, bien que je ne puisse rien promettre d'autre. » Ils se tinrent alors en silence, le matin de printemps brillant autour d'eux, et Isabelle se surprit à le regarder vraiment pour la première fois depuis l'annulation, ne voyant pas le fier comte qui l'avait rejeté, mais cette étrange version pénitente, dont les yeux contenaient des profondeurs de remords que sa colère l'avait empêché de reconnaître auparavant. « Merci, milord, »
dit-elle finalement, et bien que les mots fussent simples, ils portaient un adoucissement qui n'avait existé dans aucun de leurs échanges précédents, un dégel infime de la glace qui avait enfermé son cœur pendant si longtemps. Elle vit l'impact de ces 3 mots sur son visage, vit quelque chose comme un espoir douloureux transformer ses traits, et se trouva effrayée par le pouvoir qu'elle détenait apparemment de l'affecter si profondément, de blesser ou de guérir par le plus petit geste d'acceptation après un si long hiver de rejet. La transformation qui suivit le sauvetage d'Eleanor fut subtile, mais indubitable, car bien qu'Isabelle n'invitât pas Édouard au-delà de ses portes, elle ne continua pas non plus à ignorer sa présence là, et dans les semaines qui suivirent leur brève conversation de gratitude, il commença à laisser des lettres. Non pas les appels désespérés au pardon qui avaient caractérisé sa correspondance antérieure, mais des essais réfléchis sur la philosophie, des réponses à des ouvrages savants qu'il avait appris d'une manière ou d'une autre qu'elle lisait, des réflexions sur la littérature, la gouvernance et la nature de la transformation morale qui révélaient un esprit qu'elle n'avait jamais été autorisée à connaître pendant leur bref et désastreux mariage. Isabelle se disait qu'elle ne lisait ces lettres que par courtoisie, une reconnaissance polie de son service envers Éléanore, mais cette rationalisation devint de plus en plus creuse alors qu'elle se surprenait à anticiper leur arrivée, se découvrait composant des réponses mentales pendant ses promenades solitaires, et finalement, dans un moment qui sembla à la fois une reddition et un acte de courage, rédigea une brève réponse discutant d'un point de désaccord philosophique concernant l'éthique aristotélicienne qu'il avait soulevée dans sa dernière missive. Sa réponse arriva avec une rapidité qui suggérait qu'il avait attendu dans l'espoir de son engagement, et ainsi commença une correspondance que ni l'un ni l'autre ne reconnut comme significative, mais qui devint progressivement la compagnie intellectuelle dont Isabelle n'avait pas réalisé qu'elle avait soif, car Édouard écrivait avec une curiosité authentique et une intelligence formidable, lui demandant son avis sur des sujets de fond, contestant ses interprétations avec respect plutôt qu'avec condescendance, révélant dans ses phrases soigneusement élaborées une profondeur de pensée et une capacité d'auto-examen que le fier comte de son souvenir n'avait jamais possédée. Sa femme de chambre, Margaret, qui servait la famille depuis l'enfance d'Isabelle et avait été témoin de chaque étape de la souffrance et du lent rétablissement de sa maîtresse, encouragea cette relation épistolaire avec une douce persistance, notant qu'un homme qui passait 3 ans à se tenir à des portes et offrait maintenant une compagnie intellectuelle sans rien exiger d'autre que la poursuite de la correspondance, démontrait peut-être le genre de transformation qui méritait une reconnaissance prudente, sinon encore la confiance. Le débat interne d'Isabelle faisait rage, entre la partie d'elle-même qui avait appris l'autoprotection par une distance émotionnelle rigide et la partie qui aspirait à la connexion, à l'engagement des esprits que leurs lettres fournissaient désormais, à la dangereuse possibilité que peut-être Édouard avait sincèrement changé au cours des années de sa pénitence et que son rejet continu pourrait être moins une justice qu'une cruauté inutile. Pourtant, toujours sous son adoucissement timide, courait la peur plus profonde d'un abandon répété, le souvenir de s'être tenu devant la porte verrouillée de son bureau dans sa chemise de nuit de mariage, tandis qu'il scellait des papiers qui défaisaient leur mariage, et elle se surprenait à anticiper ses lettres avec quelque chose de troublant proche de la joie, puis se mettait en colère contre sa propre faiblesse, furieuse qu'il ait d'une manière ou d'une autre percé ses défenses non pas par de grands gestes romantiques, mais par un respect intellectuel patient, en démontrant qu'il appréciait son esprit et cherchait ses pensées, non pas comme un prélude à la séduction, mais comme un véritable échange entre égaux. Les lettres se multiplièrent tout au long de l'été et jusqu'en automne,
devenant plus fréquente et plus personnelle, bien qu'Édouard maintienne des limites scrupuleuses, ne pressant jamais pour le pardon ou la réconciliation, ne faisant jamais de demande au-delà de sa volonté de poursuivre leur correspondance, mais révélant à travers ses réflexions sur la littérature et la philosophie les vérités plus profondes de sa transformation, son excavation de sa propre capacité à la cruauté, son effort continu pour comprendre et rectifier la brisure qui l'avait conduit à détruire leur mariage avant qu'il ne puisse commencer, et Isabelle se sentit, à contre-cœur, furieusement, inexorablement attirée par cette version d'Edward Ashford, même si elle méprisait sa propre incapacité à maintenir la colère protectrice qui l'avait soutenue au pire de son chagrin. La tempête d'hiver arriva en décembre avec une violence qui surprit le comté, transformant les paysages familiers en étendues traîtresses de glace et de neige chassées par le vent, et ce fut Margaret qui découvrit Édouard effondré aux grilles à l'aube grise, son corps à moitié enseveli sous les congères, ses lèvres bleues de froid, sa peau brûlante d'une fièvre qui couvait manifestement depuis des jours. Bien qu'il ait maintenu sa vigile, malgré la maladie grandissante, avec une obstination qui menaçait maintenant sa vie, Isabelle se tenait dans son salon du matin, fixant le visage effrayé de Margaret, alors que sa femme de chambre expliquait la situation, et la crise morale qui s'abattit sur elle à ce moment-là sembla presque physique par son poids, car toute impulsion raisonnable exigeait qu'elle envoie chercher le médecin du village et fasse transporter Édouard à l'auberge où il pourrait être soigné par ceux qui n'avaient pas d'histoire personnelle de dévastation entre ses mains. Pourtant, un instinct plus profond qu'elle ne pouvait ni nommer ni comprendre pleinement la poussa sur le chemin gelé, jusqu'à l'endroit où il gisait, semi-conscient, contre les barreaux de fer qui les avaient séparés pendant si longtemps. La décision de le faire entrer sembla une trahison de ses propres défenses, durement acquises, mais elle s'entendit donner des ordres pour son transport dans la chambre d'amis. Pour de l'eau chaude et des couvertures, pour que le médecin soit mandé malgré les routes dangereuses, et en moins d'une heure se retrouva dans la position sans précédent de soigner l'homme qui l'avait détruite avec une telle cruauté désinvolte 3 ans auparavant, épongeant son visage ravagé par la fièvre, tandis qu'il se débattait dans son délire, et parlait par fragments qui assemblaient progressivement un portrait de souffrance qu'elle n'avait jamais imaginé exister sous son calme aristocratique. Pendant 3 jours et 3 nuits de crise, tandis que la tempête faisait rage au-delà des fenêtres et que le médecin faisait les visites qu'il pouvait entre les pires rafales, Isabelle fut témoin des défenses d'Édouard, dépouillé par la fièvre, l'entendit appeler une mère qui l'avait abandonné à l'âge de 7 ans, l'écouta revivre des moments de terreur enfantine et de regret adulte, et, le plus dévastateur, assista à ses confessions fiévreuses sur leur nuit de noces, son regret immédiat et paralysant, dès l'instant où il avait scellé les papiers d'annulation, sa reconnaissance même alors qu'il avait détruit quelque chose de précieux par pure peur, sa terreur de la vulnérabilité si profonde qu'il avait choisi de blesser le premier avant de pouvoir être blessé, sa conviction qu'il était fondamentalement indigne d'être aimé et sa détermination à prouver cette conviction par un auto-sabotage d'une cruauté spectaculaire. Elle s'assit à son chevet aux petites heures de la 3e nuit, épuisée et émotionnellement à vif après des jours de soins intimes et de témoignages involontaires de son être brisé, et sentit sa colère soigneusement entretenue s'effriter sous le poids d'une compassion importune, car l'homme révélé dans le délire n'était pas le fier comte qui l'avait rejeté, mais une âme endommagée qui avait agi à partir de blessures si profondes que sa cruauté, bien qu'inexcusable, devenait au moins compréhensible dans le contexte de cette plus grande souffrance. Lorsque la fièvre tomba enfin le 4e matin, et qu'Édouard se réveilla en pleine conscience, la honte qui inonda ses traits,
alors qu'il reconnaissait où il se trouvait et comprenait qu'elle avait dû entendre ses confessions délirantes, étaient si profondes qu'il pouvait à peine croiser son regard, et ses excuses rauques pour l'imposition de sa maladie semblèrent englober non seulement la circonstance présente, mais la totalité de leur histoire tragique. Isabelle, assise sur la chaise qu'elle avait à peine quittée depuis des jours, ne dit rien, se contentant d'étudier son visage avec une expression qu'il ne pouvait lire, son silence plus éloquent que n'importe quel mot aurait pu l'être, son regard pensif suggérant que quelque chose de fondamental avait changé dans sa compréhension, bien que ce que ce changement pourrait signifier restât incertain même pour elle-même. La convalescence d'Edward fut rapide une fois la fièvre tombée, bien qu'Isabelle insistât pour qu'il reste à Hartley House une semaine entière pour reprendre des forces. Et cette proximité forcée créa un changement subtil mais indubitable dans la distance prudente qu'ils avaient maintenue pendant des années de séparation, car lorsqu'il fut assez bien pour quitter sa chambre de malade, elle se surprit à lui offrir, avec une formalité guindée qui dissimulait à peine sa propre incertitude, la possibilité de visites occasionnelles, brèves et rigoureusement convenables, s'ils souhaitaient poursuivre leur correspondance en personne plutôt que par lettres seules. La première de ces visites eut lieu par un froid après-midi de février, Edward arrivant à l'heure précise avec la ponctualité d'un homme qui comprenait qu'on lui accordait un privilège qui pouvait être révoqué à tout moment. Et ils s'assirent dans son petit salon avec Margaret postée ostensiblement dans un coin en tant que chaperon, buvant du thé et discutant d'une traduction récente de Platon, avec la politesse prudente d'envoyés diplomatiques négociant une paix fragile. Leurs conversations, lors de ces premières visites, restèrent fermement ancrées dans le territoire intellectuel, qui s'était avéré sûr dans leur correspondance, littérature et philosophie, gestion de domaines et innovation agricole, les débats politiques occupant le Parlement. Mais peu à peu, Isabelle se surprit à poser des questions plus personnelles, des enquêtes prudentes sur sa perspective, sur des sujets qui se rapprochaient du cœur de ce qui s'était brisé entre eux, et Edward répondit avec une honnêteté sans faille qui ne cherchait jamais à excuser ou minimiser l'ampleur de sa cruauté, mais l'examinait plutôt avec la précision d'un homme qui avait passé des années à excaver les ruines de son propre caractère. Il parla de l'abandon de sa mère quand il avait 7 ans, de sa fuite avec un amant qui avait scandalisé le comté et l'avait laissé avec un père devenu amer et méfiant, et expliqua sans apitoiement comment il avait appris à assimiler la vulnérabilité à une trahison inévitable, avait construit des défenses élaborées contre l'intimité, avait choisi de blesser le premier, et totalement, lors de leur nuit de noces, parce qu'une partie terrifiée de lui croyait que l'abandon éventuel d'Isabelle était inévitable et que détruire leur mariage, selon ses propres termes, représentait une forme de contrôle sur la douleur qu'il croyait à venir de toute façon. Isabelle écoutait ces révélations avec une expression qui trahissait peu de son tumulte intérieur, ses murs s'amincissant progressivement alors qu'elle commençait à comprendre non seulement ce qu'il avait fait, mais pourquoi, comprenant que sa cruauté était née d'une blessure plutôt que de la malveillance, tout en maintenant que cette compréhension ne constituait pas une absolution, car l'intention n'effaçait pas l'impact, et la jeune fille, qui s'était tenue devant la porte verrouillée de son bureau, méritait la reconnaissance de sa souffrance, quelles que soient les blessures qui l'avaient poussée à l'infliger. Le village, observant les visites hebdomadaires du comte de Thornfield à Hartley House, se mit à spéculer avec un intérêt renouvelé sur la nature de leur réconciliation, et l'opinion se divisa entre ceux qui croyaient Isabelle trop indulgente et ceux qui voyaient dans la cour patiente d'Edward une démonstration rare et émouvante de repentance sincère, tandis qu'à l'intérieur de Hartley House même, la maisonnée se divisait selon d'autres lignes.
Margaret encourageant sa maîtresse à une ouverture prudente. Éléanore écrivant des lettres excitées, pleines de spéculations romantiques depuis son école à Bath. Et la mère d'Isabelle émettant des avertissements de plus en plus funestes sur la folie de faire confiance à un homme qui s'était montré capable d'une cruauté si spectaculaire. Isabelle elle-même restait prise dans une guerre intérieure entre la blessure qui criait à un rejet continu et la compréhension émergente qui suggérait que peut-être la transformation était réelle et la rédemption possible, et elle restait éveillée après ces visites, passant en revue leurs conversations, cherchant des signes du conte froid qui l'avait détruite, et ne trouvant à la place que cet homme scrupuleusement prudent qui traitait ses opinions avec un profond respect et ses limites avec une dévotion religieuse, qui ne présumait jamais de son adoucissement, ni ne pressait pour plus qu'elle n'était disposée à offrir, et qui, d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, était devenue une présence qu'elle anticipait plutôt qu'elle ne redoutait, un développement qui l'effrayait presque autant que sa cruauté originelle l'avait blessée. 4 ans s'étaient écoulés depuis l'annulation lorsque Isabelle laissa, enfin, se briser le barrage de sa douleur longtemps réprimée. Le moment arriva par un après-midi d'avril sans histoire, lors d'une des visites désormais routinières d'Edward, lorsqu'une combinaison de son attention délicate et de sa propre fatigue accumulée, après des années, à garder ses blessures, fit fondre les dernières strass de sa retenue protectrice, et elle se retrouva à parler, avec une honnêteté brute, de ce que sa cruauté lui avait vraiment coûté. Ils avaient discuté d'un article récent sur la réforme agricole, la conversation étant, comme toujours, d'une intellectualité sans danger, quand quelque chose, dans sa mention désinvolte de la planification des saisons futures, déclencha en elle une conscience soudaine et fulgurante de tous les futurs qu'il lui avait volés cette nuit-là, il y a 4 ans. Avant qu'elle ne puisse se censurer, elle lui racontait, d'une voix qui tremblait d'une émotion contenue, comment elle s'était tenue devant la porte verrouillée de son bureau dans sa chemise de nuit de mariage, la qualité particulière de l'humiliation qui vient du fait d'être rejetée avant même que le mariage n'ait vraiment commencé, le retour à la maison familiale pour affronter la déception de son père, les récriminations froides de sa mère et les spéculations chuchotées du village sur la déficience en elle qui avait poussé un comte à annuler leur mariage avant l'aube. Le visage d'Edward perdit toute couleur tandis qu'elle parlait, mais il ne fit aucun mouvement pour l'interrompre ou se défendre, et quelque chose dans son immobilité absolue lui donna la permission de continuer, les mots se déversant dans un torrent de plus en plus enflammé, alors qu'elle décrivait la mort de chaque espoir qu'elle avait timidement nourri de camaraderie et de famille, la façon dont son rejet avait empoisonné sa capacité à faire confiance à son propre jugement ou à sa propre valeur, les années d'isolement et de honte qui avaient suivi, la cruauté fondamentale d'être rejeté comme un achat défectueux, avant même d'avoir eu l'occasion de faire ses preuves en tant qu'épouse, partenaire ou être humain méritant une considération de base. Sa voix monta, alors qu'elle racontait avoir vu d'autres femmes de son âge se marier, avoir des enfants et construire des vies, tandis qu'elle restait figée dans l'ambre de sa destruction désinvolte. Et lorsqu'elle parla enfin de la mort de son père, 6 mois après l'annulation, et de sa terrible certitude que la déception à son égard avait hâté son déclin, les larmes qu'elle avait retenues pendant des années commencèrent à couler sans retenue sur son visage, alors qu'elle disait à Edward, avec une précision dévastatrice, à quel point il l'avait brisée. Combien de temps la brisure avait duré, et combien il était injuste qu'il se présente maintenant devant elle, transformé et patient, alors que la transformation et la patience, 4 ans plus tôt, auraient pu empêcher toute cette souffrance accumulée. Pendant toute la durée de son déversement, Édouard demeura absolument immobile,
à l'exception des larmes qui coulaient en silence sur son propre visage. Et lorsqu'elle s'épuisa enfin jusqu'au silence, il n'offrit ni excuse, ni explication, mais dit seulement d'une voix rauque d'émotion que tout ce qu'elle décrivait était vrai et pire que vrai, qu'aucune justification n'existait pour ce qu'il avait fait, que ses propres blessures n'excusaient pas les blessures qu'il avait infligées, et qu'il porterait la connaissance de sa souffrance pour le reste de sa vie, comme la juste conséquence de sa cruauté, et que si elle souhaitait qu'il ne revienne jamais, il honorerait ce souhait, bien que cela le dévaste, car la dernière chose qu'il voulait était de lui causer davantage de douleur par sa présence. Isabelle resta assise, tremblante, dans son fauteuil, émotionnellement vidée et étrangement plus légère, et lorsque Édouard bougea comme pour partir, elle se surprit à dire « Restez » dans un murmure. Ils restèrent dans le salon tandis que la lumière de l'après-midi s'estompait, sans parler, sa présence contenue étant d'une certaine manière un réconfort plutôt qu'une intrusion, et plus tard, après son départ discret, avec une douceur qui semblait honorer la crudité de ce qui s'était passé entre eux, Isabelle réalisa avec quelque chose comme de l'étonnement qu'elle avait commencé à lui pardonner, non pas parce que le mal était moindre, mais parce qu'elle l'avait enfin libéré de la chambre verrouillée de son cœur, où il l'empoisonnait de l'intérieur, et le pardon, découvrit-elle, ressemblait moins à une absolution accordée qu'à une liberté revendiquée. Dans les semaines qui suivirent l'épanchement émotionnel d'Isabelle, quelque chose de fondamental changea entre eux, une transformation aussi subtile que le tournant des saisons, mais aussi indubitable que l'hiver cédant la place au printemps. Leurs visites évoluèrent de la formalité prudente des négociations diplomatiques vers quelque chose qui commençait à ressembler à une véritable amitié, bien qu'une amitié traversée par un courant sous-jacent de conscience que ni l'un ni l'autre ne reconnaissaient, mais que tous deux ressentaient dans l'air chargé entre eux. Édouard commença à venir non seulement pour des thés d'après-midi prescrits, mais pour des promenades dans les modestes jardins de Hartley House, où ils arpentaient les allées de gravier en discutant du livre qui avait le plus récemment captivé l'attention d'Isabelle, et elle se surprenait au son de son propre rire, une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années, émergeant en réponse à ses observations ironiques sur les absurdités des débats parlementaires ou à ses récits autodérisoires de l'exaspération de son intendant face à son nouvel intérêt pour la rotation expérimentale des cultures. Il semblait chérir chaque sourire qu'elle lui accordait comme s'il s'agissait d'un cadeau précieux, plutôt que d'une simple expression humaine, son visage se transformant avec une joie si transparente qu'elle lui coupait parfois le souffle. Et Isabelle découvrit en elle une capacité au bonheur qu'elle croyait définitivement éteinte, des moments de plaisir authentique qui semblaient des trahisons de son jeune moi-même, s'ils ressemblaient aux premières véritables expirations, après des années, à retenir son souffle. Ils étaient tous deux parfaitement conscients de l'approfondissement de leurs liens, de la manière dont leur conversation était passée d'échanges prudents à un véritable discours, de la manière dont ils avaient commencé à anticiper les pensées de l'autre et à finir les phrases de l'autre, et sous cette aisance croissante courait un courant de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait nommer, une tension qui se manifestait par des regards insistants et une gestion prudente de la distance physique, par la façon dont les yeux d'Édouard suivaient ses mouvements avec une intensité qu'il ne pouvait tout à fait dissimuler, et la façon dont Isabelle se surprenait à se pencher inconsciemment vers lui pendant leur discussion, pour ensuite corriger sa posture avec une conscience troublée. Édouard vivait dans la peur constante d'aller trop vite et de briser la confiance fragile qu'ils avaient construite, chacun de ses gestes étant calibré pour communiquer le respect de ses limites, tandis qu'Isabelle
luttait avec sa propre terreur de la vulnérabilité. La connaissance que s'autoriser à ressentir quoi que ce soit, au-delà d'une amitié prudente, exigerait un courage qui lui semblait au-delà de ses capacités, après ce que son rejet lui avait coûté. Le moment de crise arriva par un chaud après-midi de mai, alors qu'il marchait sur le sentier du jardin en discutant de la dernière collection de Wordsworth, quand Edward désigna une ligne particulière dans le volume qu'il portait, et que leurs mains se frôlèrent lors du passage du livre. Tous deux se figèrent comme si la foudre les avait frappés, le simple contact envoyant une décharge de conscience à travers eux qui rendit l'air soudainement trop rare. Isabelle retira sa main comme si elle était brûlée, reculant avec une expression mêlée de désir et de panique, et Edward murmura immédiatement des excuses, sa propre main tremblant alors qu'il l'abaissait à son côté, et dans le silence chargé qui suivit, elle se surprit à chuchoter « J'ai peur », l'aveu s'échappant avant qu'elle ne puisse le censurer, brut, honnête et terrifiant dans sa vulnérabilité. La réponse d'Edward vint doucement, ses yeux tenant les siens avec une intensité qui reconnaissait l'énormité de ce qui était en suspens entre eux. « Moi aussi, dit-il, et dans ces 3 mots, elle entendit l'écho de son propre conflit, la reconnaissance que ce qui grandissait entre eux portait le potentiel d'une guérison profonde ou d'une répétition dévastatrice des blessures passées, et que s'avancer vers cela exigerait un courage qu'aucun des deux n'était certain de posséder, bien que tous deux, peut-être, commençaient à souhaiter pouvoir le trouver. 4 ans et demi après l'annulation, par un matin de juin, où les roses avaient atteint leur pleine floraison et où l'air portait le parfum mêlé du chèvrefeuille et de l'herbe fraîchement coupée, Edward arriva à Hartley House avec une expression de vulnérabilité si déterminée qu'Isabelle sut, avant même qu'il ne parle, que quelque chose d'important était sur le point de changer entre eux. Lorsqu'ils se furent installés dans le jardin où ils prenaient désormais leurs promenades habituelles, il se tourna vers elle, les mains légèrement tremblantes, et lui demanda la permission de faire une proposition qui n'était pas, se hâta-t-il de préciser, devant son alarme visible, une demande en mariage, mais plutôt quelque chose qui, selon lui, aurait dû précéder toute discussion de mariage 4 ans et demi plus tôt. Il lui dit avec une précision minutieuse qu'il ne l'avait jamais vraiment courtisée avant leur premier mariage désastreux, que leur fiançailles avait été un arrangement commercial qu'il avait traité avec une froide efficacité, et qu'il souhaitait maintenant demander l'honneur de la courtiser convenablement, de recommencer leur connaissance comme s'ils se rencontraient pour la première fois, sans le poids de leur histoire douloureuse, bien que, bien sûr, cette histoire ne puisse jamais être effacée, et qu'il ne l'insulterait pas en prétendant le contraire. Sa demande était simplement celle-ci, qu'elle lui permette de lui rendre visite avec une intention romantique, de lui apporter des fleurs et de la promener en voiture, et de s'occuper d'elle avec toute la considération et la prévenance qu'il aurait dû montrer des années auparavant, sans aucune attente d'un résultat particulier, et sans supposer que cette cour doive mener à de nouvelles offres de mariage, mais seulement avec l'espoir qu'elle lui permette de démontrer par une action constante la profondeur de son estime et l'authenticité de sa transformation. La réponse immédiate d'Isabelle fut un enchevêtrement complexe de terreur et de tentation. L'idée de reconnaître formellement un potentiel romantique entre eux, semblant à la fois la progression la plus naturelle imaginable, et comme s'avancer au bord d'un précipice d'où elle pourrait tomber dans le même abîme de rejet qui l'avait presque détruite auparavant, et elle se surprit à cataloguer instinctivement toutes les manières dont cela pourrait se terminer par une nouvelle dévastation, même si une partie d'elle reconnaissait qu'Edward avait déjà démontré sa transformation
par 4 années de présence patiente, et que peut-être une cour formelle n'était qu'une dénomination honnête de ce qui grandissait déjà entre eux. Elle lui dit avec une délibération prudente qu'elle examinerait sa demande, mais seulement sous certaines conditions, qu'il maintienne une transparence totale sur ses sentiments et ses intentions, qu'il accepte son droit de mettre fin à la cour à tout moment, pour n'importe quelle raison, sans explication ni excuse, qu'il comprenne que sa confiance était fragile, qu'elle avait été durement gagnée et pouvait encore être brisée par la négligence ou la cruauté, et qu'il ne fasse aucune supposition sur le rythme auquel elle pourrait être à l'aise pour progresser vers une plus grande intimité de quelque nature que ce soit. Édouard accepta ces conditions sans hésitation, son soulagement et sa joie devant sa volonté de seulement considérer sa proposition si transparent que sa poitrine s'en serra, et ainsi commença ce que le village décrirait plus tard comme la cour la plus convenable et la plus attentionnée de mémoire d'homme. Édouard apparaissait régulièrement avec des cadeaux attentionnés qui démontraient une véritable attention à ses préférences, l'emmenait dans des excursions soigneusement chaperonnées qui équilibraient son confort avec des occasions de conversation privée, et la traitait avec une révérence qui semblait reconnaître à la fois sa valeur et la préciosité de la seconde chance qu'elle lui accordait. Pendant ce temps, Isabelle découvrit en elle une capacité au plaisir prudent, s'autorisant à apprécier ses attentions tout en maintenant une distance protectrice suffisante pour pouvoir théoriquement se retirer si nécessaire, bien qu'avec chaque semaine qui passait, cette distance semblait légèrement moins nécessaire, et son plaisir légèrement moins prudent, au grand plaisir de sa sœur Éléanore, qui déclara que c'était le revirement le plus romantique qu'elle ait jamais vu, et à l'approbation du village, qui était depuis longtemps passé de la condamnation de la cruauté originelle d'Édouard, à l'admiration de son dévouement persistant à mériter la rédemption. La cour, qui se déroula au cours des semaines dorées de l'été et jusqu'au début de l'automne, ne ressemblait à rien de ce que l'un ou l'autre avait connu auparavant, une danse délicate d'intimité grandissante et de respect prudent des limites qui semblait à la fois exaltante et terrifiante dans son exposition émotionnelle authentique, et Édouard se révéla un prétendant attentif qui se souvenait de chaque préférence occasionnelle mentionnée par Isabelle et traduisait ses observations en gestes attentionnés qui démontraient qu'il écoutait vraiment quand elle parlait. Il faisait des pique-niques au bord du ruisseau qui bordait la propriété de Hartley House, étalant des couvertures sous des chênes centenaires tout en partageant du poulet froid et des fraises, et en discutant de poésie, Édouard lisant à voix haute des passages de Byron et de Shelley, de sa riche voix de baryton tandis qu'Isabelle fermait les yeux et laissait la cadence des vers l'inonder comme une bénédiction, et elle se surprit à lui rendre la pareille en partageant ses propres passages favoris des textes philosophiques qui l'avaient soutenu pendant les années les plus sombres, leur conversation oscillant entre l'intellectuel et le profondément personnel, alors qu'Édouard commençait à parler plus ouvertement des blessures de son enfance, de l'abandon de sa mère quand il avait à peine 7 ans, et comment cette trahison fondamentale s'était calcifiée en une conviction que toute affection n'était qu'une performance masquant une intention mercenaire. Isabelle, à son tour, se sentit capable d'articuler la dévastation particulière de leur nuit de noces, la façon dont son rejet avait confirmé sa peur la plus profonde d'être fondamentalement indigne d'être aimé, et ces échanges de vulnérabilité étaient ponctués de moments de légèreté inattendue, de rire soudain devant quelque absurdité, ou de plaisir partagé pour un tour de phrase, et le visage d'Édouard, pendant ces moments de sa joie sincère, portait une expression d'un émerveillement si révérencieux que cela lui coupait parfois le souffle. Sa patience, face à ces replis occasionnels dans la peur, se révéla inébranlable.
Lorsqu'elle devenait distante ou annulait une excursion prévue sans explication, il envoyait simplement une brève note reconnaissant son droit à l'espace et l'assurant qu'il serait disponible dès qu'elle se sentirait prête à reprendre leur connaissance, sans jamais faire pression ni exprimer de déception. Et ce respect constant de son autonomie fit plus pour construire sa confiance que n'importe quel grand geste aurait pu accomplir. L'après-midi, où ils se tinrent la main intentionnellement, plutôt qu'accidentellement, arriva fin septembre, alors qu'ils marchaient le long de la ruelle du village, quand Édouard tendit la main avec un regard interrogateur, et qu'Isabelle, après un moment d'hésitation qui ressembla à se tenir au bord d'un précipice, posa sa paume contre la sienne et sentit ses doigts se refermer doucement sur les siens avec une tendresse qui fit monter des larmes inattendues à ses yeux devant la simple et profonde intimité d'un contact choisi. C'est au cours de ces semaines ambrées qu'Isabelle reconnut, dans le secret de ses pensées, ce qu'elle avait évité de nommer. Elle l'aimait, non pas l'étranger froid qui l'avait rejeté 5 ans plus tôt, mais cet homme transformé qui avait prouvé par des années patientes que les gens pouvaient en effet changer fondamentalement. Et cette reconnaissance la remplit à parts égales de joie et de terreur, car l'aimer signifiait se rendre à nouveau vulnérable à une dévastation potentielle, signifiait croire que sa transformation était permanente plutôt qu'une performance. Édouard sembla sentir son repli intérieur, même si elle essayait de le dissimuler, et plutôt que de se rapprocher, il lui donna plus d'espace, ses lettres devenant plus brèves et ses visites légèrement moins fréquentes, communiquant par cette retenue qu'il comprenait sa peur et ne forcerait pas une intimité qu'elle n'était pas prête à embrasser, et cette perception et ce respect la firent en quelque sorte l'aimer davantage, même si cela la terrifiait de s'être laissé atteindre ce précipice où la sécurité de son cœur reposait une fois de plus en partie entre ses mains. Le 5e anniversaire de l'annulation arriva par un matin d'octobre, où la lumière avait cette qualité dorée particulière du sommet de l'automne, et où l'air portait le parfum mélancolique des feuilles mortes. Isabelle se réveilla avec une oppression dans la poitrine qui s'était accumulée au fil des semaines de distance prudente d'Édouard, une pression de peur inexprimée qui exigeait enfin d'être libérée. Elle envoya un message lui demandant de la retrouver dans le jardin de Hartley House cet après-midi-là pour discuter d'une affaire importante, ses mains tremblant légèrement en scellant la note, car elle savait que la conversation qu'elle devait avoir pourrait mettre fin à tout ce qu'ils avaient si soigneusement construit. Quand Édouard arriva, son expression mêlait la méfiance à un espoir prudent, comme s'il sentait le précipice qu'ils avaient atteint. Isabelle ne perdit pas de temps en politesse, mais lui demanda directement, d'une voix qui tremblait, malgré ses efforts, pour la contrôler, s'il pouvait vraiment promettre qu'il ne redeviendrait jamais l'homme froid et cruel qui avait annulé leur mariage avant le lever du soleil, si sa transformation était permanente ou simplement une longue performance qui pourrait s'effondrer une fois qu'il aurait obtenu sa confiance et son affection, car elle avait passé 5 ans à le voir faire ses preuves, et pourtant, une partie terrifiée d'elle ne pouvait toujours pas croire entièrement que les gens pouvaient changer si fondamentalement, ou qu'elle ne se réveillerait pas un matin pour se retrouver une fois de plus abandonnée et détruite. Le visage d'Édouard devint très immobile alors qu'il absorbait ses paroles. Plutôt que d'offrir une réassurance immédiate ou de s'offusquer de son doute, il resta silencieux un long moment avant de répondre avec une honnêteté dévastatrice qu'il ne pouvait lui offrir de garanties absolues, car il était humain, imparfait et capable de causer du tort même sans intention, mais ce qu'il pouvait promettre, c'est que l'homme qui l'avait traité avec une telle cruauté 5 ans auparavant agissait sous l'emprise de blessures et de peurs qu'il avait depuis confrontées et s'était efforcé de guérir, et que chaque jour il faisait le choix conscient
d'être différent de cette version brisée et effrayée de lui-même. Si, après toutes ces années, elle trouvait qu'elle ne pouvait pas faire confiance à sa transformation, alors il accepterait sa décision et s'en irait, car il préférait la perdre plutôt que de la faire vivre dans la peur perpétuelle de son éventuel retour à la cruauté. Sa volonté de la laisser partir, plutôt que de faire pression sur sa confiance, perça ses défenses plus efficacement que n'importe quelle déclaration de dévotion n'aurait pu le faire. Isabelle passa cette nuit-là dans une contemplation sans sommeil, arpentant sa chambre tout en passant en revue dans son esprit les preuves accumulées de 5 années, la présence patiente à ses portes par tous les temps, les lettres qui ne demandaient rien mais offraient une véritable compagnie intellectuelle, l'intervention pour sa sœur qui ne cherchait aucun crédit, les confessions fiévreuses pendant sa maladie, le respect constant de ses limites, la cour attentionnée, l'espace qu'il lui avait donné quand il avait senti son retrait. Elle reconnut, avec une clarté soudaine, que la transformation était bien réelle, et qu'Édouard s'était prouvé non pas par de grands gestes, mais par l'accumulation patiente de petits choix constants, faits jour après jour pendant des années, et que sa peur, bien que compréhensible, l'empêchait désormais d'accéder à la vie et à l'amour qu'elle désirait sincèrement. Quand l'aube se leva, elle s'habilla avec un soin délibéré et se rendit au domaine de Thornfield, où Édouard était déjà réveillé, malgré l'heure matinale. Lorsqu'il ouvrit la porte, son expression passa de la surprise à l'inquiétude en la voyant sur son seuil, et avant qu'il ne puisse parler, elle dit, d'une voix qui gagnait en force à mesure qu'elle continuait, qu'elle lui pardonnait entièrement et sans réserve, et plus important encore, qu'elle le choisissait de faire confiance à la transformation dont elle avait été témoin, choisissait le courage plutôt que la sécurité d'une distance continue, choisissait de croire qu'il pouvait construire quelque chose d'authentique et de durable sur les ruines de leur début désastreux, et que s'il était toujours consentant, elle aimerait beaucoup poursuivre leur cours avec la compréhension explicite qu'elle était désormais ouverte à tout ce que cela pourrait mener, y compris la possibilité d'un mariage, quand ils seraient tous les deux prêts. Le calme d'Édouard se brisa complètement à ces mots, des larmes coulant sans retenue sur son visage, alors qu'il la serrait dans une étreinte qui tremblait de la force de 5 années de désir et de soulagement accumulés. Isabelle se surprit à pleurer, elle aussi contre sa poitrine, tandis qu'il répétait son nom comme une prière d'action de grâce, ses mains berçant sa tête avec une tendresse qui témoignait de sa vénération pour le précieux cadeau de sa confiance. Ils restèrent enlacés sur le seuil de sa porte, alors que le soleil du matin montait plus haut et dorait tout d'une lumière qui semblait symbolique de l'illumination perçant des années d'obscurité. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, assez pour voir correctement leur visage, l'expression d'Édouard était empreinte d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il prit ses 2 mains dans les siennes et dit, d'une voix encore rauque d'émotion, qu'il n'avait pas osé espérer ce moment, mais en avait rêvé chaque nuit pendant 5 ans, et que si elle lui accordait cet honneur extraordinaire, il souhaitait lui demander en bonne et due forme d'être sa femme, non pas par un arrangement froid comme auparavant, mais par un amour sincère et un choix mutuel. Il s'agenouillait déjà en parlant, sortant de la poche de son gilet une bague qui n'était pas l'ostentatoire héritage de Thornfield, qu'il lui avait donné sans cérémonie lors de leur première fiançailles, mais plutôt un anneau plus simple serti d'un unique saphir parfait de la couleur du crépuscule. Sa demande fut tout ce que la première n'avait pas été, remplie d'une appréciation spécifique pour qui elle était plutôt que ce qu'elle représentait, reconnaissant la douleur de leur histoire
tout en exprimant l'espoir pour leur avenir, promettant partenariat, honnêteté et choix quotidiens plutôt qu'une présomption de propriété. Et quand Isabelle dit oui, d'une voix qui gagnait en force et en certitude à mesure qu'elle parlait, la joie d'Edward se manifesta par un sourire brillant et sans fard, qui transforma ses traits et le fit paraître plus jeune qu'elle ne l'avait jamais vu. Leur premier baiser se produisit naturellement, alors qu'il se relevait et qu'Isabelle s'avançait dans son espace, ses mains encadrant son visage, tandis que leurs lèvres se rencontraient avec une tendresse qui portait le poids de 5 années de désir, de perte et de rédemption durement acquises. Le baiser s'approfondit lentement, alors qu'ils apprenaient le goût et la texture l'un de l'autre, avec une révérence qui reconnaissait cette intimité comme le cadeau précieux qu'elle était, guérissant quelque chose de fondamental dans leurs 2 cœurs blessés par le simple et profond acte d'une connexion choisie. Le village éclata en une célébration sincère lorsque la nouvelle de leur fiançailles se répandit. Les habitants, qui avaient été témoins de la vigile de 5 ans d'Edward aux portes de Hartley et de l'adoucissement progressif d'Isabelle à son égard, considérant les fiançailles comme une justification romantique que la patience et une transformation authentique pouvaient en effet surmonter même les débuts les plus cruels. Éléanore étreignit sa sœur avec une joie larmoyante, tandis que même leur mère réussit à donner une approbation réticente, adoucie par le soulagement de la sécurité matérielle d'Isabelle. Les semaines de préparation du mariage devinrent une joie plutôt qu'une épreuve, Isabelle et Edward prenant chaque décision ensemble, en consultation et en compromis, choisissant l'automne pour la cérémonie, pour faire écho à leur premier mariage, mais en transformer le sens. Leur conversation, durant cette période, allait des considérations pratiques de la gestion du ménage à des discussions plus profondes sur la manière dont ils construiraient leur mariage, sur les fondations de l'honnêteté et du respect mutuel, Edward promettant de ne jamais se replier dans une froide distance lorsqu'il serait troublé, mais de communiquer ses difficultés, et Isabelle promettant d'exprimer ses besoins et ses peurs plutôt que de souffrir en silence, tous deux s'engageant dans le travail continu qu'un véritable partenariat exigerait. Le second mariage eut lieu par un après-midi d'octobre, où le monde semblait trempé dans de l'or liquide, le soleil d'automne se glissant à travers les feuilles ambrées qui bruissaient dans une douce brise portant la douce décomposition de la saison des récoltes. La petite église était remplie non pas de l'assemblée guindée et formelle qui avait assisté à leur première cérémonie, mais des visages sincèrement joyeux des villageois et des amis qui avaient été témoins de l'extraordinaire voyage de 5 ans qui avait ramené le couple à ce moment. Isabelle remonta l'allée dans une robe de soie ivoire bien plus simple que la confection élaborée qu'elle avait portée auparavant, son visage rayonnant d'un bonheur qui transformait ses traits et la rendait lumineusement belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'ornement et tout à voir avec la joie authentique qui brillait de l'intérieur. Edward se tenait à l'autel, la regardant s'approcher avec une expression d'émerveillement et de gratitude si vulnérable que plusieurs témoins se surprirent à retenir leurs larmes. Lorsque Isabelle l'atteignit et posa sa main dans la sienne, elle sentit le léger tremblement de ses doigts qui trahissait la profondeur de son émotion sous son extérieur soigneusement composé. La cérémonie elle-même devint un acte profond de réappropriation, alors qu'ils prononçaient des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, reconnaissant sans ciller la douleur de leur histoire, tout en s'engageant pour un avenir bâti sur les fondations durement acquises de la confiance et de l'amour sincère. Edward promit devant Dieu et les témoins qu'il l'honorerait et la chérirait, non pas comme une possession, mais comme une partenaire,
qu'il communiquerait plutôt que de se replier, qu'il choisirait quotidiennement la transformation qu'il avait si durement travaillé à atteindre, et Isabelle promit de faire confiance à sa transformation et de le rencontrer avec honnêteté, plutôt qu'avec une distance protectrice, de construire avec lui plutôt que de simplement endurer, de croire en la possibilité de la joie après la souffrance. La réception qui se tint au domaine de Thornfield avait une chaleur que la première célébration n'avait absolument pas, avec des rires sincères, de la danse et des toasts qui faisaient référence avec un humour doux au chemin non conventionnel que le couple avait emprunté pour arriver à ce moment. Et lorsque Edward et Isabelle entrèrent sur la piste pour leur première danse en tant que mari et femme pour la seconde fois, ils se déplacèrent ensemble avec une aisance et une connexion qui parlaient d'une intimité durement gagnée, leurs yeux rivés l'un sur l'autre comme si personne d'autre n'existait au monde. Lorsqu'enfin ils se retirèrent dans la chambre qui avait été autrefois le lieu du rejet et de l'humiliation, tout était différent. La pièce avait été entièrement redécorée à la demande d'Isabelle avec des couleurs douces et une chaleur accueillante, remplaçant la formalité austère. Et plus important encore, ils se réunirent non pas comme des étrangers accomplissant un devoir, mais comme deux personnes qui s'étaient choisies en pleine connaissance et intention. Leur nuit de noces devint un acte de guérison mutuelle, alors qu'Edward touchait Isabelle avec une révérence qui communiquait sans mots à quel point elle était précieuse pour lui, et qu'Isabelle s'ouvrait à lui non pas avec résignation, mais avec confiance. Leurs ébats furent tendres, parfois maladroits et profondément significatifs, les larmes se mêlant aux mots doux chuchotés et aux rires légers. Ensuite, ils restèrent enlacés, parlant de leurs espoirs et de leurs rêves, et se faisant des promesses sur la manière dont ils navigueraient ensemble les défis. Lorsque Isabelle s'endormit enfin dans les bras d'Edward, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis avant leur premier mariage désastreux. Et Edward resta éveillé un long moment, la tenant simplement et s'émerveillant de l'extraordinaire grâce des secondes chances. Et quand le matin vint, ils se réveillèrent pour se retrouver encore enroulés l'un autour de l'autre, et la lumière dorée de l'automne, entrant à flots par les fenêtres, illumina leurs mains jointes et leurs alliances assorties, et ils se sourirent avec la joie particulière de ceux qui ont survécu à l'obscurité et émergé dans la lumière, et ils se levèrent pour commencer leur véritable vie ensemble, sachant que les défis viendraient, mais confiants qu'ils possédaient désormais les outils et l'engagement pour les affronter en véritables partenaires. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette aube terrible où Edward avait scellé les papiers d'annulation dans son bureau, 5 ans depuis leur second mariage, et le domaine de Thornfield, à la fin du printemps, était devenu quelque chose que le jeune Edward n'aurait pas reconnu. Un foyer, plutôt qu'un monument, rempli des rires d'enfants et d'une chaleur authentique qui imprégnait même les salles de marbre, autrefois austères. Isabelle se tenait dans le jardin, regardant ses 3 enfants jouer parmi les rosiers qu'elle avait plantés, sa main posée sur le renflement de son ventre où un 4e enfant grandissait. Elle sentit la présence d'Edward avant que ses bras ne l'enlassent, par derrière, son menton reposant sur son épaule, alors qu'ils observaient ensemble la preuve vivante de leur bonheur durement acquis. Elle se pencha en arrière dans son étreinte avec l'aisance d'une longue familiarité et d'une confiance profonde, remarquant que leur fille aînée, Charlotte, avait hérité de sa détermination obstinée, tandis que leur fils, Thomas, avait son amour des livres. Et Edward rit doucement contre son oreille et dit que le jeune Edward, nommé non pas pour lui-même, mais pour l'homme qu'il était devenu, plutôt que pour l'homme qu'il avait été,
semblaient avoir hérité à la fois de leur capacité à ressentir et de leur tendance à la mélancolie, ce qui nécessiterait une guidance attentive. Leur vie ensemble n'avait pas été sans difficulté, car les vieilles blessures se faisaient parfois sentir et des moments d'incompréhension survenaient encore. Mais ils avaient construit entre eux une pratique de communication honnête et de résolution patiente qui transformait les crises potentielles en opportunités de compréhension plus profonde. Le domaine prospérait sous leur gestion conjointe, l'intelligence et la compassion d'Isabelle, complétant les compétences administratives d'Edward, leur tenancier prospérant, et les villages environnants bénéficiant de leurs efforts philanthropiques combinés, axés particulièrement sur l'aide aux jeunes femmes en difficulté, leur donnant des choix qui avaient failli être refusés à Isabelle elle-même. Quand le soir vint, et que les enfants furent installés avec leur nourrice, Edward et Isabelle marchèrent ensemble dans les jardins comme c'était devenu leur habitude, les doigts entrelacés et les pas assortis, parlant des événements de la journée et de leurs espoirs pour l'avenir. Edward dit doucement qu'il se réveillait encore parfois la nuit, terrifié que leur bonheur ne soit qu'un rêve dont il se réveillerait pour se retrouver seul dans son bureau froid avec de nouveaux papiers d'annulation devant lui. Isabelle lui serra la main et répondit que de telles craintes étaient naturelles compte tenu de leur histoire, mais que 5 années de choix quotidiens et de véritables partenariats avaient prouvé la réalité de leur transformation. Ils se tinrent ensemble, regardant le soleil se coucher dans des teintes d'or et de rose qui peignaient le ciel comme une promesse de grâce continue. Cher auditeur, peut-être avez-vous connu quelque chose de leur douleur, le tourment du rejet ou le poids de terribles erreurs, l'apparente impossibilité de la rédemption ou la peur que les blessures soient trop profondes pour guérir. Et si c'est le cas, laissez leur histoire témoigner de la vérité que la transformation, bien que difficile et nécessitant un travail et un temps authentiques, reste toujours possible pour ceux qui ont le courage de la tenter. Les gens ne sont pas figés dans leurs pires moments, mais contiennent en eux la capacité d'une croissance et d'un changement profond, et bien que certains torts ne puissent être entièrement réparés et que certaines cicatrices restent sensibles même après la guérison, le cœur humain possède une résilience et une capacité de pardon remarquable lorsqu'il est confronté à un remords authentique et à la démonstration patiente d'une véritable transformation. Les secondes chances, lorsqu'elles sont méritées par des années d'efforts constants plutôt que réclamées comme un droit, ne deviennent pas des effacements de la douleur passée, mais des témoignages de la possibilité de grandir au-delà de nos échecs. Et le courage requis à la fois pour chercher le pardon et pour l'accorder représente peut-être la plus haute expression de la dignité et de l'espoir humain. Puissiez-vous trouver, dans les ténèbres que vous traversez, la patience de laisser à la transformation le temps nécessaire, la sagesse de reconnaître le changement authentique lorsqu'il apparaît, le courage de rester ouvert à la rédemption tout en protégeant votre cœur blessé, et puissiez-vous savoir que la recherche et l'octroi du pardon sont des actes d'une profonde bravoure qui honorent la complexité de la nature humaine et la précieuse possibilité de devenir meilleurs que nous n'avons été. Que vos nuits soient paisibles et vos jours touchés par la lumière dorée de l'espoir, et puissiez-vous croire que même les aubes les plus froides peuvent céder la place à des après-midi chauds et joyeux, si nous possédons le courage de rester ouverts à la grâce et la patience, de laisser à l'amour son lent et guérisseur travail.